Je vais t'emmener visiter ce site et j'espère que tu vas apprécier. Au départ, c'est une vraie usine de tuiles, sauf qu'avec le crash boursier de 1929, donc le jeudi noir, ce fameux jeudi noir, en 1936, on arrête la production. Je t'emmène visiter une tuilerie, les heures sombres de l'histoire de France. C'est ce qui nous reste dans les gènes. Eric. Je me trouve à côté d'Aix, ce qu'on appelle le camp des Milles, un camp d'internement qui a été ouvert en septembre 1939, donc juste après que la France soit rentrée en guerre avec l'Allemagne. Et ce camp a permis d'interner ceux qu'on appelait les ennemis du régime, c'est-à-dire tous les Allemands et Autrichiens qui avaient fui le fascisme. Donc on va retrouver des artistes comme Marc Ernst, le peintre, ou des prix Nobel, ou des poètes, ou des critiques. Mais on a enfermé ces personnes parce qu'on pensait qu'ils pouvaient être une menace pour l'État français, pour le gouvernement de Doumergue. En 1940, la France perd la guerre, s'instaure le gouvernement de Vichy avec une France occupée et une France libre. À partir de 1940, on considère ce camp comme un camp d'internement et le gouvernement de Vichy, qui est commandé par Pétain, le maréchal, celui qui était père de France avec les actions qu'il avait menées avec la Première Guerre mondiale, transforme le camp pour mettre des gens qui sont opposants au régime de Vichy bien entendu. À partir de ce moment-là, le camp n'est plus gardé par les militaires, mais par les GRM. Le GRM, c'est la milice de Vichy, ce qu'on appelait les musiciens. À partir de 1942, on interne les Juifs de France. Ceux qu'on va déporter vers Auschwitz, entre autres, par Drancy. On n'a que quelques camps d'internement en France. On a Drancy, qui est bien connu, qui a été réhabilité et qui est redevenu des HLM. On a Rivesaltes, on a le camp des Milles, on en a à peu près 5 au total. Ce gouvernement de Vichy va proposer aux Allemands de déporter les familles entières, ce que n'avaient pas demandé les Allemands. Pétain avait changé la devise de la France, c'était plus liberté, égalité, fraternité, mais travail, famille, patrie. Et la France ne déporte pas les gens tout seuls, on ne sépare pas les familles. En 1946, la Tuilerie a rouvert ses portes et est redevenue une usine de tuiles. Ce camp est tombé dans l'oubli pendant pratiquement plus de 40 ans, jusqu'à ce que des universitaires refassent des recherches, redécouvrent le passé de cette tuilerie. Ça s'est passé en 1982. Le camp a été rouvert au public en 2012, donc tu vois, ça fait 7 ans qu'il est ouvert au public. On a la chance ou la malchance d'avoir un des camps qui est visitable par le public et qui est encore debout. C'est un des rares en Europe et c'est le seul en France. On a 3 sortes de camps. On a le camp d'internement, le camp de concentration et le camp d'extermination. La différence entre les trois, c'est que le camp d'internement, il ne sert que à partir du moment où on va déporter les gens. C'est un camp qui permet de rassembler les gens. Le camp de concentration, c'est un camp qui est là pour te faire mourir, mais par le travail. Le camp d'extermination, c'est Auschwitz, c'est Dachau. C'est celui qui permet la solution finale. Je ne sais pas si tu sais d'où vient le camp de concentration et qui a commencé à les mettre en œuvre. Ce sont d'abord les Espagnols à Cuba. Mais ça n'avait pas encore le nom de camp de concentration. Ça se passe
en 1897. Et les Britanniques, entre 1899 et 1901, créent ces fameux camps de concentration en Afrique du Sud. Tu vois, l'idée, elle vient quand même d'assez loin. Ils sont assis ici, couchés par terre, dans la pénombre, et il y a une forte odeur d'argile qui ressort, c'est bizarre et éprouvant. Tu peux encore voir les dessins qu'ils faisaient sur les murs pour se passer le temps, c'était quand on était encore dans le camp des peintres, ce qu'on appelait le camp des peintres. Devant l'entrée du cabaret qu'ils avaient créé pour se divertir, toujours pendant le camp des peintres, c'est le cabaret des Catacombes, comme le cabaret célèbre qui était à Berlin. Ils sont assis derrière moi. On est dans les fours de tuiles. Pour dormir, faut pas oublier qu'ici, il y a eu jusqu'à 10 000 personnes. Donc là, on a 6 WC pour d'abord 1000 personnes, quand on était sur le camp des peintres, puis après 2000 personnes, et à la fin, 3000 personnes. 6 WC pour 3000 personnes. Tu vois un peu la tente que tu peux avoir. On est ici dans le couloir des légionnaires. C'est eux qui s'occupaient du marché noir. Une partie de couloir qui leur appartenait, entre guillemets. On est au premier étage, là où les hommes étaient allongés, là où les hommes vivaient. Il y a une odeur, toujours cette odeur d'argile qui en sort, qui prend au nez.
On peut voir encore quelques traces de dessin derrière moi. Là, tu peux voir une espèce de chat. Il y a quelques dessins comme ça qui ont été faits, qui ont été laissés par les internés. Bien penser que, voilà, ils vivaient dans la poussière d'argile pour les hommes. On va passer au deuxième étage, voir l'hébergement des femmes et des enfants. Les vieillards, c'est resté au premier étage, au rez-de-chaussée, pardon. Juste à côté de la morgue, bizarrement. On est au deuxième étage, là où vivaient les femmes et les enfants. Et derrière moi, la fenêtre par laquelle 10 personnes, 10 femmes se sont jetées pour ne pas être envoyées à Auschwitz, quand ils ont commencé à renvoyer les gens vers Drancy puis Auschwitz, dont une avec ses 2 bébés. Donc je ne te raconte pas la détresse des gens, dans quel état ils vivaient, comment ils vivaient, et les odeurs, la détresse. On a de nombreuses traces des internés qui sont restés dans les murs, sur les murs. Je vais t'en montrer quelques-uns. Je suis sur le chemin des déportés. C'est par ici que les gens étaient emmenés pour rejoindre de la Tuilerie à ce fameux wagon. Si tu le vois là. Enfin, pour l'instant, il ne reste qu'un wagon. On a laissé qu'un seul wagon en démo pour montrer le quai où étaient embarqués les gens. Mais bien entendu, il n'y avait pas qu'un seul wagon, c'était des wagons, des trains de wagons. On a quand même des gens qui ont essayé de faire résistance à ce camp. On a d'ailleurs une personne qui a fait ce qu'on appelait le train fantôme, c'est-à-dire qu'il a réussi à ce que le train parte sur Bayonne. En arrivant à Bayonne, le chef de gare, pensant que c'était un convoi d'Allemands, a refusé le train et a renvoyé le train à Aix. Donc les gens qui étaient dans ce train, au lieu d'être libérés à Bayonne, se sont retrouvés à revenir sur leurs pas et dans le camp. J'espère que la visite t'a plu, que la vidéo t'a plu. C'est vrai que c'est une chance d'avoir ce style de site. Bon, c'est un devoir de mémoire que l'on doit. Ça fait partie de notre histoire. Et c'est vrai que pouvoir ne pas recommencer les exactions qu'on a faites, c'est quand même beaucoup mieux.
pour ça, ben, il faut comprendre. Il ne faut pas l'oublier. Donc si c'est pas fait, abonne-toi, parce qu'il y aura d'autres choses à venir. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la sortir cette vidéo, mais il y en aura peut-être d'autres avant. Surtout n'oublie pas, c'est pas la destination qui compte, mais c'est les lieux et les gens que tu vas rencontrer sur la route. Allez.